L'époque où j'ai été malade, j'ai fait une tournée qui s'appelait Karma et j'ai pas voulu annuler toutes les dates parce Ce soir-là, elle a compris qu'elle n'était plus aimée, pas respectée, peut-être même plus vue du tout. Dès les premières secondes de cette confession bouleversante, Hélène Ségara n'a pas tenté de masquer la vérité. Elle a simplement laissé tomber ce masque qu'elle portait depuis des années, celui que le public voyait sur scène, sous les projecteurs, mais qui n'avait plus rien à voir avec la femme qu'elle était devenue en privé. Et la question qui brûle toutes les lèvres est simple, presque brutale. Comment une icône nationale a-t-elle pu sombrer dans un silence aussi dévastateur sans que personne ne s'en aperçoive ? Tout commence un soir d'hiver, un de ces soirs où le froid semble entrer dans les murs comme pour rappeler que quelque chose, quelque part, se fige et se rompt. Hélène venait de rentrer d'une longue journée de travail. Sa voix était fatiguée, son sourire un peu tiré, mais comme toujours, elle voulait croire que la chaleur du foyer la réconforterait. Pourtant, en ouvrant la porte, elle a trouvé un appartement glacial. Pas dans la température, non, dans l'atmosphère, dans l'absence totale de regard, dans cette indifférence lourde qui parfois fait plus mal qu'un cri ou qu'une dispute. Il était là, son mari, assis au salon. Pas un mot, pas un mouvement. Il ne leva même pas les yeux. Et c'est dans ce silence, cet instant en apparence anodin, que quelque chose s'est brisé en elle. Elle le racontera plus tard. Ce soir-là, j'ai compris que je vivais aux côtés d'un étranger. Pendant des années, elle avait tout caché. La douleur, la solitude, la honte même. Elle avait chanté, souri, donné tout ce qu'elle avait au public parce que c'était la seule lumière qui restait dans sa vie. Mais derrière la façade, derrière cet éclat qui faisait rêver la France entière, il y avait une femme qui rentrait chez elle chaque soir avec l'espoir naïf que demain serait différent. Cette nuit-là, pourtant, il n'y eut même pas l'illusion du demain, car Hélène s'est enfin autorisée à regarder la réalité en face. Son mariage n'était plus qu'une coquille vide, un théâtre où elle jouait seule. Une union qui avait commencé dans la passion, les promesses et la complicité, et qui s'était transformée en un long naufrage silencieux. Elle se souvient encore avoir posé sa veste, avoir respiré profondément, comme pour retenir les larmes, comme pour repousser la vérité encore quelques secondes. Mais il y a des vérités qui ne se repousseront plus. Ce soir-là, il n'y eut ni dispute, ni éclat, ni révélation spectaculaire. Rien, juste un silence tellement glacé qu'il aurait pu casser le verre. Et c'est précisément ce rien qui a tout détruit. Car parfois, ce n'est pas la violence qui tue une relation, ce n'est pas la trahison, ce n'est même pas le mensonge, c'est l'indifférence. Cette indifférence terrible qui vous fait comprendre que vous n'existez plus dans les yeux de l'autre. Les jours suivants, Hélène le dira elle-même, « Je vivais comme une ombre dans ma propre maison. » Le public l'admirait, les journalistes la louaient, ses chansons traversèrent les générations, mais aucune de ces lumières extérieures n'arrivait à percer l'obscurité de son quotidien. Elle avait supporté, encaissé, espéré, mais ce soir-là, elle comprit que quelque chose s'était définitivement rompu. Et si ce simple instant a suffi à faire basculer la suite de son histoire, c'est parce qu'il révélait tout ce qu'elle avait tenté d'ignorer. La froideur, la distance, le mépris qui commençait à s'installer depuis des années. Des signes qu'elle n'a pas voulu voir ou qu'elle n'a simplement pas pu affronter. Mais alors comment cette lente dérive avait-elle commencé ? À quel moment la complicité des premiers jours s'est-elle transformée en distance insupportable ? Pour comprendre le choc de cette nuit-là, il faut remonter aux premières fissures du couple. On dit souvent que les relations ne s'effondrent pas d'un coup, mais par petites chutes répétées. Et dans le cas d'Hélène, ces chutes ont commencé bien avant qu'elle ne comprenne que tout était déjà perdu. Elles étaient discrètes, presque invisibles pour un regard extérieur. Mais pour elle, elles étaient comme des éclats de verre sous les pieds, petites, certes, mais suffisamment tranchantes pour marquer la peau jour après jour. Au début, rien ne semblait alarmant. Après tout, chaque couple traverse des périodes plus silencieuses, des moments de fatigue, des divergences de rythme. Mais chez eux, ces moments ont commencé à devenir une normalité pesante. La conversation, autrefois fluide, rieuse, pétillante, s'est réduite à l'essentiel. Un tu rentres tard ce soir, un il reste du pain, un on verra plus tard. Rien de grave en apparence.
Mais pour une femme habituée à vivre dans l'intensité, à vibrer avec les émotions, ce recul constant avait la saveur d'une disparition progressive. Il y avait pourtant une époque où son appartement résonnait de chaleur, où la cuisine sentait le café frais le matin, où les soirées s'étiraient en discussions interminables, où un simple regard suffisait pour se comprendre. Mais ces instants-là avaient glissé entre leurs doigts sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ou peut-être qu'Hélène fut la seule à s'en rendre compte. Elle se rappelle d'un anniversaire, un de ceux qu'elle avait l'habitude de célébrer avec simplicité mais beaucoup de tendresse. Elle avait préparé un petit dîner, acheté une bouteille de vin qu'ils aimaient autrefois partager, mis une musique douce en fond. Il est arrivé en retard, sans même un sourire, sans un mot d'excuse. Il s'est assis, à manger en silence, le regard rivé sur son téléphone. Et à la fin du repas, il s'est levé. « Je suis fatigué. Je vais me coucher. » Elle a atome resté là, seule à la table, face à une bougie qui tremblait comme elle. Ce soir-là ne fut pas un événement, juste un signe parmi tant d'autres. Puis il y eut les absences, au début professionnelles, puis de plus en plus floues, un rendez-vous qui s'éternise, un dîner entre collègues qui se termine à 1h du matin, des voyages soudains, sans explication. Hélène ne demandait pas de compte, par amour, par confiance, ou peut-être déjà par peur de la réponse. Mais chaque absence creusait un trou supplémentaire dans leur lien, comme si quelqu'un tirait doucement sur un fil fragile, sans jamais le rompre, mais sans jamais le lâcher non plus. Autour d'eux, certains proches commençaient à remarquer ce changement subtil. Une amie lui a demandé un jour « Tu vas bien ? Tu as l'air ailleurs, ces temps-ci. » Hélène avait souri, comme on sourit pour éviter de craquer, et elle avait répondu « C'est la fatigue, rien de plus. » Mais au fond, elle savait qu'il ne s'agissait pas de fatigue. C'était une lente asphyxie, comme si chaque jour, l'air dans la maison devenait un peu plus rare. Les sorties publiques n'étaient pas différentes. Là où ils se montraient autrefois soudés, complices, presque inséparables, ils marchaient désormais côte à côte comme deux connaissances polies. Les photographes prenaient leurs clichés, le public applaudissait, mais ceux qui observaient attentivement pouvaient déjà percevoir la distance entre leurs corps, la froideur dans leur sourire. Une barrière invisible, mais bien réelle. Et pourtant, malgré ces signes, Hélène continuait d'espérer. Espérer qu'un jour, en rentrant du travail, il lui sourirait de nouveau. Espérer qu'ils se retrouveraient autour d'un café, comme avant. Espérer que ce n'était qu'une mauvaise passe, une fatigue passagère, un nuage dans un ciel autrement bleu. Mais les nuages, eux, ne passaient pas. Ils s'accumulaient. À mesure que les semaines puis les mois défilaient, les gestes tendres se faisaient plus rares encore. Plus de mains posées sur l'épaule, plus de baisers volés, plus de regards complices. Et dans ce désert émotionnel, Hélène tentait de survivre en se réfugiant dans son travail. Sur scène, elle brillait encore. Elle brillait même davantage, comme si la lumière du public était devenue sa seule source de chaleur. Mais on ne peut pas éternellement compenser l'absence d'un foyer. On ne peut pas étouffer un cœur qui devient trop lourd. Ce n'était plus seulement des fissures. C'était le début d'un effondrement profond, lent, silencieux, mais inexorable. Et ce que Hélène ignorait encore, c'est qu'à cette fragilité déjà douloureuse viendraient s'ajouter des blessures autrement plus violentes, des humiliations qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à vivre. Si les premières fissures d'un couple peuvent ne passer inaperçues, la violence psychologique, elle, ne s'annonce jamais avec fracas. Elle s'installe doucement, sournoisement, comme une ombre qui grandit derrière vous sans que vous n'en perceviez la menace. Et pour Hélène, cette ombre allait devenir un véritable gouffre. Tout a commencé par des remarques légères, presque anodines. « Tu es fatigué, non ?» disait-il d'un ton faussement bienveillant, ou encore « Tu devrais faire plus attention à ton image avec ton métier. » Ce n'étaient pas des cris ni des insultes. Rien d'assez violent pour alerter immédiatement, mais chaque phrase portait en elle une dose de venin. Et comme beaucoup de femmes dans cette situation, Hélène a commencé par se remettre elle-même en question. Peut-être qu'il a raison, peut-être que je ne suis plus assez bien. Puis, les critiques se sont intensifiées. Plus franches, plus régulières. Il commentait sa façon de s'habiller, sa manière de parler, ses choix professionnels. « Tu n'es jamais là. Tu te prends trop au sérieux. Tu dramatises toujours tout. » Ce genre de phrases, répétées jour après jour, finissent par éroder l'estime de soi, même chez quelqu'un d'aussi talentueux, d'aussi respecté qu'Hélène. Elle qui avait grandi dans l'art, dans la passion, dans la sensibilité,
se retrouvait confrontée à un mur d'indifférence glaciale. Les soirées étaient devenues des champs de tension silencieux. La maison, autrefois refuge, s'était transformée en une zone de vigilance constante où elle mesurait chaque mot, chaque geste, de peur de déclencher un commentaire blessant. Et puis il y eut ce qu'elle appelle aujourd'hui la période des portes qui claquent. Il ne criait pas, il ne se fâchait pas ouvertement. Non, il brisait le lien par un autre type d'agression, le retrait. Une question que l'on ignore, une phrase que l'on laisse en suspens, un regard que l'on détourne, une présence physique mais une absence totale d'écoute et de considération. C'est ainsi qu'on détruit quelqu'un sans même lever la main. À mesure que le temps passait, la manipulation devenait plus claire. Il savait exactement comment piquer ou comment culpabiliser, comment retourner la situation pour qu'Hélène se sente fautive. Si elle exprimait sa fatigue, tu exagères encore. Si elle voulait parler, ce n'est jamais le bon moment avec toi. Si elle demandait de l'aide, tu dramatises tout comme toujours. Il y avait dans sa voix cette nuance dangereuse de condescendance, cette façon de faire comprendre qu'elle était trop, qu'elle réagissait mal, qu'elle n'était pas à la hauteur des attentes du foyer. Et comme beaucoup de personnes victimes de ce type de violence, Hélène a fini par croire qu'elle devait se surpasser, encore et encore, pour espérer retrouver un semblant de paix. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est qu'on ne peut jamais combler un vide que l'autre creuse volontairement. Ses proches, eux, commençaient à s'inquiéter sérieusement. On la voyait s'affaiblir. Ses yeux perdaient un peu de leur éclat, ses épaules semblaient peser davantage, et même sa voix, pourtant si puissamment chargée d'émotions, portait parfois une note de lassitude. Elle répondait toujours la même chose, tout va bien, comme si le dire suffisait à en faire une réalité. Un jour, pendant une répétition, elle s'est effondrée en larmes après avoir raté une simple note. Ceux qui étaient présents n'avaient jamais vu cela. La femme forte, disciplinée, inspirante qu'il connaissait n'était plus la même. C'était une femme qui luttait pour garder la tête hors de l'eau, qui portait un poids invisible, mais écrasant. À la maison, la situation empirait. Les humiliations devenaient plus directes, parfois devant des proches. Un commentaire blessant sur sa silhouette, une plaisanterie humiliante qui n'en était pas vraiment une. Un regard moqueur lorsqu'elle parlait de ses projets artistiques. Il refusait de reconnaître la gravité de ses comportements. Pour lui, tout était normal, exagéré, mal interprété. Et dans cette confusion émotionnelle, dans cette spirale où elle ne savait plus si elle devait pleurer ou se blâmer, Hélène s'est épuisée, émotionnellement, mentalement, physiquement. La violence psychologique laisse peu de traces visibles. Pas d'hématomes, pas de cris entendus par les voisins. Mais elle ronge l'âme, elle détruit l'assurance, elle réduit à néant l'estime de soi. Et Hélène, malgré son image de femme forte, n'a pas échappé à cette lente descente. À mesure que les mois passaient, la maison d'Hélène ne résonnait plus seulement du silence glacial qu'elle avait appris à endurer, mais aussi d'une tension plus sourde, plus concrète, celle de l'argent. Un sujet qui n'aurait jamais dû prendre autant de place dans leur vie. Surtout pas avec sa carrière, ses tournées, ses succès. Et pourtant, la réalité était tout autre. Les factures impayées s'accumulaient, les relevés bancaires montraient des dépenses qui ne venaient pas d'elle, des virements qu'elle n'avait jamais autorisés, des engagements financiers pris sans son accord. Au début, elle a pensé à une erreur, à une mauvaise gestion, à un simple malentendu. Mais plus elle creusait, plus elle découvrait un désordre inquiétant, presque organisé. Elle se rendait compte qu'elle portait seule la charge financière du foyer, tandis qu'il semblait se détacher de toute responsabilité avec une désinvolture presque insultante. Lorsqu'elle lui en parlait, il s'agaçait immédiatement. « Tu te fais encore des films, c'est moi qui gère tout, tu n'y comprends rien. » Cette phrase, elle l'a entendue des dizaines de fois, et chaque fois, elle ressentait le même coup dans la poitrine. Non seulement il refusait de reconnaître la situation, mais il la culpabilisait, la rabaissait, minimisait ses inquiétudes. Une technique classique, mais diablement efficace. Pendant un temps, elle a douté d'elle-même. Elle a même pensé qu'elle devait travailler davantage pour compenser. Puis vinrent les absences. Des soirées entières où il disparaissait, des voyages professionnels qui n'avaient jamais été mentionnés avant, des messages auxquels il ne répondait pas. Elle se disait qu'il fuyait leur tension, qu'il avait besoin d'air. Elle voulait encore y croire. Mais un jour, en rangeant des papiers importants, elle a trouvé un reçu d'hôtel. Un nom de ville qui ne correspondait à aucun de ses déplacements annoncés. Une date à laquelle il prétendait être en réunion tardive.
La gorge d'Hélène s'est nouée, elle n'a rien dit. Pas ce soir-là, pas le lendemain non plus, car parfois la peur de connaître la vérité est plus forte que le besoin de l'entendre. Mais les signes se multipliaient, une odeur de parfum qui ne lui appartenait pas, des vêtements soigneusement repassés alors qu'il n'avait rien prévu, des messages effacés sur son téléphone, mais trop rapidement, laissant une notification apparaître 1 seconde avant de disparaître. Une froideur encore plus marquée, comme si quelqu'un d'autre occupait désormais la place qu'elle essayait désespérément de préserver. Le doute la rongeait, la culpabilité la dévorait. Et pourtant, elle avançait la tête haute devant ses enfants, ses amis, ses collègues. Sur scène, elle donnait tout. Dans les interviews, elle souriait. Elle était celle que la France aimait. Mais derrière ce sourire, il y avait une femme qui voyait son monde s'effriter sous ses pieds. Puis un soir, un ami proche lui a glissé, avec une douceur prudente, « Tu sais, j'ai entendu des choses. Je ne voulais pas te blesser, mais tu mérites de savoir. » Une phrase qui a suffi à faire basculer tous ses doutes dans une réalité brutale. Elle comprit alors que les absences n'étaient pas seulement professionnelles, mais profondément personnelles. C'est là que le puzzle a commencé à s'assembler. Les dépenses inexplicables, les mensonges, les absences, les changements d'humeur, tout pointait vers une vérité qu'elle n'était plus en mesure d'ignorer. La double vie n'était plus un soupçon, c'était une évidence. Et lorsque la vie intime d'un couple se fissure, les médias n'attendent jamais longtemps avant d'entrer dans la danse. Lorsque la vérité finit par se frayer un chemin hors des murs de son foyer, Hélène n'était pas prête. Personne ne l'est vraiment. On croit toujours encore avoir un peu de temps pour réfléchir, pour reprendre son souffle, pour choisir le moment. Mais les scandales, eux, ne préviennent pas. Ils éclatent. Et celui-ci allait retentir bien au-delà de son cercle intime. Tout commence par une rumeur, une phrase murmurée dans un couloir de studio, un message vague d'un journaliste, un article en ligne évoquant des tensions dans le couple d'une grande star française. Rien n'était dit, mais tout était sous-entendu. Et comme souvent, là où il y a de la fumée, les médias flairent le feu. Puis vint le premier tabloïd. Une photo floue, prise de loin, montrant son mari en compagnie d'une femme inconnue. La légende était assassine. L'homme d'Hélène S, trop proche d'une mystérieuse brune. Le téléphone d'Hélène s'est mis à vibrer sans arrêt. Messages d'amis, appels manqués, demandes de commentaires de journalistes. Elle a tout ignoré, mais ce silence n'a fait qu'alimenter la curiosité. En quelques jours, la rumeur devint un torrent. Les plateaux télé en parlaient. Les chroniqueurs People analysaient chaque détail. Les réseaux sociaux s'enflammaient, chacun y allant de son avis, de son interprétation, de sa colère. Les hashtags se multipliaient, soutien Hélène Ségara, justice pour Hélène. Ce qui aurait dû rester une épreuve intime se transforma alors en phénomène national. Et puis il y eut l'interview. Ce moment où Hélène, fatiguée de se cacher, fatiguée d'être trahie 2 fois, d'abord par son mari, ensuite par le silence, accepta de parler. Là, face à la caméra, sans maquillage exagéré, sans décor artificiel, elle a laissé entrevoir sa vulnérabilité. Elle n'a accusé personne. Elle n'a pas crié, ni pleuré, ni cherché à se victimiser. Elle a simplement dit la vérité « Je me suis tue trop longtemps ». Ces 5 mots ont traversé le pays comme une décharge électrique. Le public a découvert une femme brisée mais debout, lucide mais meurtrie, encore profondément humaine derrière l'icône. Les extraits de l'interview ont circulé à une vitesse fulgurante. Chaque micro-expression, chaque tremblement dans la voix était repris, commenté, analysé. Des millions de Français se sont reconnus dans son courage, sa souffrance, sa dignité dans l'adversité. Les témoignages de soutien ont afflué par milliers. Des femmes racontaient leur propre histoire de violence psychologique, des hommes exprimaient leur honte pour ceux qui agissent en ainsi, des artistes saluant sa force. Même des journalistes habituellement critiques se montraient touchés. Dans les jours suivants, la presse a publié une véritable avalanche d'articles, la chronologie de son mariage, les indices d'infidélité, les tensions financières, les humiliations. Tout était décortiqué, parfois même au-delà du raisonnable. La douleur d'Hélène devenait un feuilleton national, un miroir de toutes les blessures silencieuses que tant de gens portent en eux. Et pourtant, au cœur de cette tempête médiatique, quelque chose en elle a commencé à changer. Elle n'était plus la femme effacée, isolée, écrasée par une relation toxique. Elle apparaissait désormais comme une figure de résilience,
Une femme qui avait décidé de ne plus laisser personne raconter son histoire à sa place. Le public ne voyait plus seulement la chanteuse, mais l'être humain, une femme qui avait souffert, mais qui refusait d'être définie par sa douleur. La médiatisation n'a pas tout résolu, bien sûr. Elle a parfois amplifié la blessure, rendu l'intime trop public, transformé la tristesse en débat. Mais elle a aussi ouvert une porte, celle de la libération. Et cette porte, Hélène allait bientôt la franchir complètement. Après la tempête médiatique, après les nuits sans sommeil et les vérités trop lourdes à porter, quelque chose s'est enfin produit dans la vie d'Hélène, un souffle fragile d'abord, presque imperceptible, mais qui allait devenir le vent puissant de sa reconstruction. Car derrière chaque effondrement se cache une possibilité de renaissance. Encore faut-il trouver la force de la saisir. Dans les semaines qui suivirent pêcher ces révélations, Hélène s'est accordé quelque chose qu'elle ne s'était plus offert depuis longtemps, le droit de respirer, le droit de ne plus avoir peur, le droit d'être elle, sans avoir à se justifier, sans craindre le jugement d'un homme qui avait trop longtemps pris plaisir à réduire son éclat. Elle a commencé par des choses simples. Marcher seule, sans but précis, juste pour sentir l'air sur son visage. Reprendre la musique non pas comme un devoir professionnel, mais comme une source de guérison. S'entourer de personnes sincères, celles qui ne cherchent rien d'autre que son bien. Et surtout, elle a enfin consulté une thérapeute. La première séance fut un torrent. De larmes, de mots, de souvenirs douloureux qu'elle n'osait plus regarder. La psychologue lui a dit quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Vous avez survécu à ce que vous ne pouviez pas comprendre. Maintenant, comprenez pour ne plus survivre, mais vivre. Ces mots ont été un déclic. Elle n'était plus seulement victime. Elle devenait actrice de sa propre guérison. Peu à peu, les couleurs sont revenues dans sa vie. Son rire aussi, un rire brisé mais sincère, qui renaissait après des années de silence forcé. Elle retrouvait sa voix, au sens propre comme au figuré. Sa musique gagnait en profondeur, en vérité, en émotion brute. Certains disent que ces nouvelles compositions portent en elles une force qu'on ne lui avait jamais connue. Ce chemin n'a pas été linéaire. Il y eut des rechutes, des jours où le doute revenait, où le passé cognait encore à la porte. Mais Hélène avait changé. Elle avait compris que sa valeur ne dépendait pas du regard de quelqu'un d'autre, que son histoire ne se résumait pas à la souffrance qu'elle avait endurée, que la lumière n'était pas seulement sur scène, mais pouvait aussi vivre en elle. Et puis un jour, devant ses fans, elle a prononcé une phrase qui a bouleversé la salle entière. « Je ne raconte pas mon histoire pour faire du bruit, mais pour que celles qui vivent la même chose sachent qu'elles ne sont pas seules. » Ce fut un moment suspendu. Beaucoup ont pleuré, car derrière le scandale, derrière les titres de journaux, il y avait finalement un message universel, celui de la résilience, de la dignité retrouvée, de la force incroyable des femmes qui se relèvent, souvent après avoir trop donné, trop pardonné, trop espéré. Aujourd'hui, Hélène apparaît comme une femme libre. Pas seulement libre d'un mariage destructeur. Libre d'être elle-même, enfin. Libre de vivre sans excuser l'inexcusable. Libre de laisser le passé derrière elle, sans renier ce qu'il lui a appris. Elle avance avec douceur, mais avec une détermination nouvelle. Elle sait que la prochaine page est blanche et qu'elle seule tient la plume. Et c'est peut-être cela la véritable victoire, reprendre possession de sa propre histoire. L'histoire d'Hélène n'est pas seulement celle d'une star trahie, c'est celle d'une femme qui a trouvé la force de se relever malgré les blessures invisibles. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que votre vie entière repose sur un silence trop longtemps accepté ? Que feriez-vous si, vous aussi, deviez choisir entre rester dans l'ombre ou marcher enfin vers la lumière ? Dites-le moi dans les commentaires. Quelle partie de l'histoire d'Hélène vous a le plus touché ? Si cette vidéo vous a ému, likez, partagez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines histoires bouleversantes. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire, plus forte encore,